Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Match Sport. Il est seul, il est quasiment orphelin de son frère. Pas trop perturbé ? Ça va, je vais réussir à avoir un minimum d'équilibre. Il n'y a personne en face, mais jusqu'à maintenant, écoutez, ça. Mais je suis là, je vous soutiens. Oui, merci. Mickaël Tapiro, le sommaire. Le sommaire, on va commencer par un match qui est plus qu'un match de football. Messi contre Ronaldo en Arabie Saoudite. On est en pleine phase de soft power. C'est intéressant et on va décrypter tout ça. Deuxième partie avec le directeur du tournoi de Paris-Bercy. Paris-Bercy qui déménage et Cédric Pioline, le directeur, va nous expliquer comment les choses vont avancer. Troisième point, le handball, la balle qui colle et la France qui est encore une fois sur le toit de l'Europe. Pouvoir échanger avec son sponsor Butagaz. Et enfin, une marque qui nous tient à cœur pour nous, hommes et femmes du football des années 70, la marque anglaise Umbro. Tout de suite, place au programme. Deux monstres du football se sont retrouvés cette semaine. Ronaldo face à Messi, un match disputé en Arabie Saoudite. Effectivement, les deux monstres sacrés, Ronaldo et Messi, qui se rencontrent, c'est peut-être la dernière fois où on aura l'occasion de les voir s'affronter sur un terrain de football, sachant que Messi va très bientôt raccrocher les crampons. C'est un moment formidable parce que c'est un tournant, je dirais, dans l'équilibre géopolitique du football, si je puis m'exprimer ainsi. Mais ce n'est pas qu'un simple match de football, vous allez le voir. Lo que me encanta de mi viaje a Arabia Saudita es que siempre descubro algo inesperado. Tú también. Ve más allá de lo que te imaginas. Lionel Messi, annoncé cette semaine ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Bonjour, notre invité Christian Chesneau, bonjour, spécialiste du Moyen-Orient et des pays du Golfe. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette annonce, cette semaine ? Ça m'inspire qu'effectivement l'Arabie Saoudite est en train de prendre la relève du Qatar. Hein. Le Qatar qui a remporté, qui a organisé la Coupe du Monde en 2022, qui a énormément investi dans tous les sports, hein, Formule 1, tennis, etc., qui s'est aussi payé des grands sponsors. On se souvient de Zidane, qui avait touché un peu d'argent pour être l'ambassadeur du Qatar. Donc là, on voit vraiment que on change de terrain, pas de foot, mais on change de désert. Et cette fois-ci, c'est le grand désert d'Arabie Saoudite, un grand pays qui est en train de se réveiller et de montrer, de montrer ses dents, de vouloir tout acheter, quoi. Ouais, et puis on voit aussi sur ce clip, pas mal fait d'ailleurs, hein, où on change les lignes, où on veut en fait briser les murs au sens propre comme au sens figuré, vu que Messi envoie un ballon de football qui fait exploser, je dirais, les consciences, l'image qu'on avait de l'Arabie Saoudite, etc. C'est assez intéressant. On voit aussi vers la fin, et j'aimerais bien vous poser cette question-là, on voit une femme astronaute et on voit des joueuses de football. Est-ce que vous avez l'impression que vis-à-vis de la mixité ou vis-à-vis ne serait-ce que du football féminin ou du sport féminin, cette dynamique peut, je dirais, optimiser ou du moins égaliser le rapport qu'on peut avoir entre les joueurs et les joueuses? En tout cas, il y a une question d'image, ça c'est clair. Quand on se lance dans le foot, les grands événements, ils vont avoir la Coupe du Monde 2034, hein, normalement. Oui, il y a un côté sociétal. L'idée, on projette une image d'un pays qui est en plein changement. Il faut, alors peut-être on n'a pas forcément conscience ici en France, mais depuis l'arrivée du roi Salman 2015 et de son fils, donc Mohamed Ben Salman, le fameux MBS, il y a beaucoup de choses qui se sont produites en Arabie, hein, notamment sur les femmes. Elles ont le droit de conduire, elles ont le droit de divorcer, elles voyagent, elles font du sport. Hein, maintenant, elles ont le droit de conduire, elles ont le droit de divorcer, elles n'ont toujours pas le droit d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari, elles ne peuvent pas sortir en jupe, elles ne peuvent pas voyager sans leur mari. Si, maintenant ils peuvent voyager sans le mari, elles peuvent prendre des chambres d'hôtel. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de réformes. Alors, c'est quand même un pays, on se le dit, c'est quand même un pays où l'homosexualité est un délit qui est passible de peine de mort. Oui, non mais je suis d'accord. Non mais ce que je veux dire, entre l'Arabie, moi j'étais en Arabie en 2016, et l'Arabie aujourd'hui, vous êtes passé du noir et blanc à la couleur. C'est-à-dire que 2015, 2016, non mais
Oui, c'est-à-dire que les femmes n'avaient pas le droit de conduire, vous aviez une police religieuse avec des fouets dans la rue, vous aviez une ségrégation des sexes dans l'espace public. Par exemple, c'était le seul pays au monde où vous aviez deux alliées françaises, une pour les hommes, une pour les femmes. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, aujourd'hui, d'ailleurs depuis 2019, les femmes peuvent aller librement au stade. Moi, j'ai été récemment en Arabie Saoudite, à Riyad. D'ailleurs, j'ai vu Ronaldo jouer au club El Nasr. À côté de moi, il y avait des supportrices. Certaines sont arrivées toutes seules, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Alors, évidemment, je ne dis pas que tout est bien, c'est le paradis, etc. Mais je veux dire, il y a un mouvement qui est lancé et ce mouvement sportif aussi va de pair avec ça. Alors, il y a une évolution qui est notoire. En tout cas, elle a été déclenchée, on l'a vu, sur le terrain avec la présence de Ronaldo dans le championnat, avec Messi en termes d'image sur le tourisme et l'ouverture au monde. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Arabie Saoudite pourrait aller dans la direction, par exemple, de Dubaï, où il y a une certaine occidentalisation dans les mœurs, dans les coutumes et dans la façon de vivre? C'est même pas ils vont aller, ils veulent dépasser Dubaï. C'est-à-dire qu'ils veulent remplacer Dubaï. Très bien. Le sport, mais le business, on pourra, c'est une autre émission, mais l'idée de l'Arabie, du prince MBS, c'est de faire Riyad une sorte de capitale mondiale du sport, mais pas seulement, du divertissement. Il faut savoir que maintenant, David Guetta, DJ Snake, les grands artistes de techno, ils vont plus forcément à New York, ils vont à Riyad. On parle de plus de 17 000 événements sportifs, culturels et artistiques par an en Arabie Saoudite. Ils veulent, encore une fois, c'est un peu l'exemple du Qatar, mais XXL, c'est-à-dire que le Qatar c'était 200 ou 300 par an, eux ils veulent effectivement, ils veulent la Formule 1, ils ont raflé par exemple la coupe, le championnat mondial de golf. Le golf maintenant c'est d'Arabie Saoudite, qu'ils ont raflé aux Américains et aux Européens. Ils ont fait un chèque de 500 millions d'euros pour le grand sport espagnol. Le Dakar c'est l'Arabie, même le Tour de France. Voilà, donc ils ont un appétit pour en fait rattraper, j'allais dire, le temps perdu. Mais est-ce que je crois que c'est plus de 6 milliards d'euros investis sur les droits sportifs. Qu'est-ce que ça masque ou qu'est-ce que ça vise? C'est pas que ça masque, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui est assez cohérent, c'est de se dire, encore une fois, un peu comme le Qatar, c'est-à-dire que le sport, c'est universel. Il n'y a pas de religion, c'est homme-femme, je veux dire, voilà, c'est humain, et puis c'est regardé par des milliards de gens. Donc à partir de là, évidemment, il y a l'idée de l'image, c'est-à-dire que quand on parle de sport, on parle plus religion, et puis il y a l'idée en interne, puisque c'est quand même une population qui est jeune, 70% de la population saoudienne a moins de 30 ans. Donc c'est des jeunes, les Saoudiens. Ils ont été frustrés de tout pendant 25 ans. Pas de musique, pas de sport, pas de théâtre, pas de cinéma, rien. Et justement, ils allaient à Dubaï pour un peu sortir. Là. Donc là, l'idée du prince, c'est on va tout vous donner. Donc on achète ça. Et puis on se dit aussi, on crée un secteur d'activité, parce que quand vous aurez des grands matchs, des grands événements, vous allez avoir de l'hôtel, vous allez développer du tourisme, ils créent un nouvel aéroport, une nouvelle compagnie, etc., etc. Donc c'est un peu un effet cascade, j'allais dire. Qu'est-ce que pèse la culture et le sport, qui sont deux piliers qui sont pas encore très prospères, mais qu'est-ce que ça pèse dans le PIB saoudien? Pour l'instant, c'est peanuts. Je veux dire, c'est pas grand-chose. C'est le pétrole. Voilà. Mais c'est amené à devenir une source de diversification. La diversification, et ça va de pair avec le tourisme, qui est quand même ils veulent quand même avoir 150 millions de touristes d'ici 2030, 2031. Ils vont organiser l'Expo universelle 2030. C'est fait pour montrer une nouvelle image de l'Arabie. Alors un autre champion a craqué devant les flots de dollars déversés par les Saoudiens. All is to promote tennis all around the country and to create the infrastructure to create players growing with the very positive values, education, with the team spirit, to have the possibility to practice the sport in the best way possible. It's a big opportunity to develop in a country that is investing a lot in a sport to encourage the younger generations to be more involved in tennis and in the world of the racket. Les Espagnols disent Nadal a perdu son âme. Oui, peut-être, moi je suis pas espagnol, je suis pas genre. Oui, évidemment, on peut critiquer. Encore une fois, Ronaldo qui va jouer à Al Nassr, c'est pareil. Vous avez Kanté, un joueur français qui joue. Benzema. Voilà. Benzema, voilà. Après, c'est pas ce qu'il y a de mieux, pour autant. Après, le problème, c'est comment on de toute façon, Nadal est en fin de carrière, il a fini. Il aurait pu effectivement rester à la retraite, je veux dire, à Madrid. Là, il y a effectivement cette possibilité qui s'offre à lui. Il va gagner énormément d'argent. Là, c'est un pont d'or. Là, on parle en centaines de millions. Ah oui, je pense que là, on est dans. Après, voilà, c'est des. Encore une fois, il faut aussi comprendre que maintenant, c'est une industrie, le sport. On n'est plus dans le sport qu'on a connu il y a 30 ans. C'est de l'industrie, comme le pétrole, comme d'autres secteurs. Donc, à partir du moment-là, il y a des grosses sommes. On a quelqu'un qui représente.
On a aussi l'idée, comme je disais tout à l'heure, d'ambassadeur. Hein. Messi, c'est un ambassadeur pour l'Arabie. Nadal va être un ambassadeur pour porter finalement l'image de cette nouvelle Arabie. Ouais. C'est, en fait, le sport à ce niveau-là est un vecteur incroyable. C'est le meilleur accélérateur de particules qu'on puisse trouver, avec des champions, des athlètes qui ont plusieurs dizaines de millions de followers sur les réseaux sociaux. C'est extraordinaire comment aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et grâce aux sportifs, on peut installer sur la carte du sport une ville comme Riyad ou un pays comme l'Arabie Saoudite en beaucoup moins de temps qu'avant. Ça va prendre même pas une décennie. C'est-à-dire que là, on est en 2024. Ouais, c'est fait, là. 2034, vous avez 10 ans. On a eu cette décennie Qatar 2012-2022. Là, maintenant, tout va se passer à Riyad et ils vont mettre le paquet. Et puis, il y a l'effet boule de neige. Et puis, c'est vrai que nous, pays européens, vieille Europe, etc., on a moins d'argent. On a des problèmes aussi de sécurité, d'environnement. On voit bien, par exemple, l'organisation des JO. C'est un casse-tête monumental. Donc là-bas, il y a de la place, il y a de l'argent, ils ont faim de tout, ils sont bien situés, donc ils se disent pourquoi pas nous. Et est-ce que vous pensez que finalement ce conservatisme religieux et cette répression politique peuvent s'atténuer, je ne sais pas si c'est le bon mot, avec l'impulsion du sport? Parce que si ce n'est pas ça, alors c'est un leurre terrible. C'est-à-dire que là, pour l'instant, le modèle MBS, c'est quand même une modernisation autoritaire. Je décide, on va tous faire du sport et personne ne bronche. Hein, et celui qui bronche, il part en prison, etc. Donc c'est vrai, c'est un moment très autoritaire. Après, il n'est pas encore roi. Son père est toujours là, donc il est un peu en double conduite. On verra s'il devient roi, effectivement. Il a le temps devant lui, hein. Il a 39 ans. Hein. Donc 39 ans, c'est comme Emmanuel Macron. Donc il peut avoir 20 ans, 30, alors lui il ne fera pas un quinquennat, hein, il peut faire des décennies. Hein. Donc s'il a... Alors peut-être qu'après, effectivement, une fois la prise du pouvoir, l'autorité installée, etc., on peut imaginer... Peut-être qu'il desserrera la vis, quoi. Après, c'est vrai que là, on est dans un moment autoritaire, c'est clair. Moi, j'ai une dernière question concernant la région. Est-ce que, si on se sort un peu de l'Arabie Saoudite, est-ce que vous pensez que ça peut faire boule de neige dans les autres pays alentours? On le sait avec le Qatar, mais est-ce que les autres pays du Golfe seraient susceptibles de prendre le relais du sport de manière à déplacer ce barissant définitivement au Moyen-Orient? Moi, je crois qu'ils ont déjà commencé. Hein. Vous regardez la Formule 1, Bahreïn, Émirats, Arabie. Déjà 3 grands prix. Et la Malaisie aussi. Oui, non, mais sur la péninsule, si on parle péninsule arabique, 3 grands prix. Ouais. Donc là, que ce soit le Qatar, Bahreïn un petit peu, les Émirats et même un peu Oman, et maintenant l'Arabie, effectivement, avec ce qu'ils ont comme argent. Alors, encore une fois, il y a un chiffre qu'il ne faut pas oublier. Le fonds souverain saoudien, c'est 700 milliards. Ils veulent arriver à 2000 milliards. Le plus grand fonds au monde. Donc, forcément, ça leur donne une surface financière énorme, un bras de levier. Et puis, comme ils voient maintenant que le monde, évidemment, est mondialisé, enfin, je veux dire, on est plus bipolaire, mais multipolaire, et que vous avez ce sud global qui veut s'affirmer, et le sport, c'est un moyen d'affirmation. Christian Chesneau, dernière question. MBS, il joue au foot, il joue au tennis? Non, alors il joue pas au foot. Lui, il adore la plongée sous-marine. C'est pas encore olympique. Hein. Il aime bien se balader dans la nature et puis il aime bien le padel. Le tennis en cage. Ils ont d'ailleurs acquis les droits du World Paddle Tour. Mais c'est le Qatar. Voilà. C'est pas les Saoudiens, c'est le Qatar. Ouais. D'accord. Mais c'est pas un grand sportif. Il aime bien les jeux vidéo, par contre. D'accord. Ok. Christian Chesneau, merci. On sera ravis de vous revoir dans très peu de temps sur notre plateau. Merci à vous. Merci. Mickaël Tapiro, vous avez la ref Capri? Capri, c'est fini. Et Bercy? Je crois que Bercy, c'est fini aussi. Enfin, pas complètement. Hein. Disons que c'est fini pour le tennis. Il y aura encore d'autres événements sportifs. Plein de très beaux événements. Et culturels dans cette aréna. Mais pour le tennis, c'est terminé. Vidéo. Cédric Pioline, le directeur du tournoi, est avec nous. Bonjour Cédric Pioline. Bonjour. Cette semaine, vous avez donc officialisé le déménagement du Rolex Paris Master à Paris La Défense Arena à compter de 2025. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un vaste sujet qui implique beaucoup d'éléments, mais pour essayer d'être synthétique, je crois que ça démarre par l'évolution d'une manière globale du circuit ATP, et des exigences qui n'arrêtent pas de monter
au niveau des standards par catégorie de tournoi. Donc nous sommes une catégorie dans les Master 1000 et actuellement et depuis maintenant un certain nombre d'années, l'événement était hors standard, notamment sur la hauteur des cours 1 et 2 au sein de l'Accor Arena. Et donc il y avait une possibilité dans le temps, pas sur un cycle court, mais sur à moyen terme, d'avoir une perte de statut et d'être rétrogradé dans la catégorie des 500. Donc, il fallait faire une recherche pour voir quel pourrait être l'avenir du Rolex Paris Masters à moyen terme. Et donc, nous sommes arrivés, enfin la fédération est arrivée à cette conclusion qu'il fallait délocaliser le tournoi. Et le premier critère, c'était la jauge du public ? C'est pas la jauge en fait, c'est un ensemble de choses c'est vrai que et je crois que c'est aussi une bonne occasion pour souligner à quel point le tournoi s'est développé depuis sa création en 1986 au sein de l'Accor Arena aujourd'hui, qui était le POPB hier et qui a grandi en même temps que la salle a grandi. Maintenant, c'est vrai que les exigences font qu'on est vraiment à l'étroit, un petit peu pour tout le monde, je dirais, pour que ça soit les différentes populations, à commencer par les joueurs. Mais le grand public, on a vu qu'on avait des problèmes entre les sessions de journée et les sessions de soirée, tout ce qui sont les espaces d'hospitalité, par exemple. Et voilà, le tournoi a besoin de grandir pour rester compétitif. Bonjour Cédric, Michael Tapiro pour Sports Management School. On a bien compris qu'il y a l'aspect qualitatif du tournoi et ce tournoi va monter en gamme en déménageant vers cette nouvelle arena. Mais aussi, il y a peut-être une question quantitative. Je sais que dans votre équipe, vous avez Frédéric Longuepé, que je salue, qui a une vraie stratégie de ticketing. Alors, c'est pas simplement que la jauge passe de 16 800 places à 23 000 places. Est-ce qu'il va y avoir une logique d'avoir une double billetterie pendant ce tournoi qui va évidemment augmenter le chiffre d'affaires ? Nous l'avons déjà. Nous avons une session de journée, une session de soirée qui d'ailleurs, c'est une des évolutions pour le Rolex Paris Masters 2024. Là où nous étions jusqu'alors sur le cours central à 4 matchs en journée et 2 matchs en soirée, nous allons passer à 3 matchs en journée et 2 matchs en soirée pour éviter tant que possible les retards de la session de soirée qui était prévue à 19h30, voilà, avec les flux des publics journée, soirée qui se croisent. Donc ça c'est un premier point. Donc de toute façon, nous allons continuer. Mais une des différences dans cette nouvelle arena, c'est que nous aurons un cours 1 et 2 qui seront aux normes ATP et des cours avec beaucoup plus de capacité, une meilleure production télévisuelle, donc qui vont aider, tout cela va aider à ce que le tournoi grandisse et qu'il soit encore plus attractif, mieux retransmis, encore plus confortable pour les fans qui viennent nous voir, avec une programmation dans les premiers jours sur le cours numéro 1 qui est exceptionnelle, puisque on a des joueurs du top 10 qui évoluent et qui évolueront dans cette nouvelle salle à partir de 2025. Dernière question, Cédric Pioline. L'Accor Arena de Paris-Bercy a encaissé comment le coup ? Écoutez, je vais pas parler en leur nom. J'imagine que il y a de la déception. 38 années de présence et à un moment ça. En tout cas, pour nous, c'est un nouveau cycle qui démarre et pour eux, c'est un cycle qui s'arrête. Maintenant, je dois dire que ce genre de relation avec la ville, ça appartient plus à la direction générale et à l'État, je dirais un petit peu au-dessus de moi. Donc, c'est pas moi qui gère, mais j'imagine qu'il y a de la déception de leur côté. Merci Cédric Pioline et donc bon vent dans ce nouveau théâtre des exploits des tennisman à partir de 2025 à l'Arena de la Défense. Le handball français une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium, sur le toit de l'Europe même dimanche dernier, avec eux au sommet son partenaire historique Butagaz, Anne-Stéphanie Pierry. Vous ne lassez pas ? Absolument pas, Pierre. C'est un bonheur absolu d'être aux côtés des Bleus pour cette nouvelle médaille d'or.
Vous êtes en charge de la communication de Butagaz. Vous l'avez bien senti, cet investissement sur le handball? Ah oui, c'est clair. Depuis 2017, avec les équipes féminines et masculines, nous sommes absolument comblés avec des titres mondiaux, européens, olympiques. C'est un carton plein. Vous les avez comptés, vos médailles Butagaz sur les podiums de handball? Oh, je vous avoue, là, non, je ne l'ai pas compté, j'aurais peut-être dû, mais c'est vrai qu'elles sont nombreuses. Alors racontez-nous, au-delà d'accompagner ces grands champions qui nous font briller, l'investissement de Butagaz n'est pas circonscrit au périmètre des pros. Absolument, nous nous intéressons au handball sous toutes ses formes, féminin, masculin, professionnel, amateur. Nous soutenons 100 clubs amateurs un peu partout en France. Parce qu'en fait, les champions, ils se forment dans les clubs partout en France, et c'est là qu'on détecte les talents, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Donc c'est pour ça que depuis 3 ans, nous investissons également les clubs amateurs. Ouais, c'est extrêmement important et on est ravis de ce partenariat. Ouais. Anne-Stéphanie, bonjour. Mickaël Tapiro. On aimerait connaître les modes d'activation souvent quand on sponsorise un club ou une équipe comme une équipe de France, on gagne une fois de temps en temps. Là, on gagne régulièrement avec la victoire des femmes il y a peu de temps et aujourd'hui la victoire à l'Euro. Comment est-ce qu'on met en place un plan marketing d'activation efficace ? On essaie d'être le plus agile possible, d'être à l'écoute de tout ce que fait l'équipe. D'abord, nous, on implique beaucoup l'interne dans toute la vie des clubs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, féminins, masculins. Donc ça commence par l'interne, concours de pronostics, invitation à des matchs. On a invité lundi les handballeurs au retour de l'Euro dans notre siège de Levallois, donc des rencontres également avec des grands sportifs. Donc ça commence par l'interne, et puis beaucoup d'activations lors des matchs, avec des clients, avec des partenaires, sur les réseaux sociaux, en publicité. Enfin, on essaie d'être le plus présent possible, de soutenir les équipes et puis d'associer toutes nos parties prenantes à l'émotion du sport, au plaisir d'être partenaire d'équipes qui gagnent. Et est-ce qu'il y a, alors c'est peut-être un gros mot, mais est-ce qu'il y a un ROI de l'investissement que vous consentez sur le handball? Est-ce que vous avez un moyen de mesurer l'impact sur les ventes chez Butagaz? Alors, sur les ventes, ce serait beaucoup dire. Nous, on mesure le nombre de clients invités, le nombre de partenaires contents de cette expérience partagée, et on mesure de près la façon dont se passe la relation après ces invitations et comment le handball a pu les renforcer. Et elle renforce assurément nos relations avec nos partenaires et nos clients. Et puis, on mesure également les effets sur l'image, et on se rend bien compte dans nos études d'image que ceux qui connaissent notre partenariat avec le hand nous connaissent mieux, nous suivent mieux, comprennent mieux les évolutions de la marque Butagaz aussi, qui désormais est un fournisseur multi-énergie. Et ceux qui suivent le hand dans les médias, ont parfaitement compris ce nouveau positionnement de la marque. Donc c'est assurément un très bon moyen de faire aimer notre marque et faire comprendre là où elle en est, ce qu'elle peut apporter aux consommateurs. Quel est le niveau d'investissement de Butagaz dans le handball ? Le niveau d'investissement, c'est 50% de notre budget communication dans l'année. Et ça pèse donc quoi ? Pour une marque à l'échelle de Butagaz, c'est colossal. C'est-à-dire que le handball est notre principal investissement en communication. Alors je pourrais pas vous communiquer le montant, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est le plus gros effort que l'on puisse faire en communication est fléché vers le handball. Et est-ce que dans ces 50%, il y a également des droits ou des partenariats avec des athlètes, des handballeurs en direct ? Oui, absolument. On est partenaire de Nicolas Karabatic depuis très longtemps, d'ailleurs, depuis le début. C'est pas le plus mauvais choix. Depuis 2019, oui, n'est-ce pas, Oui, c'est vrai. Donc, on est ravis d'accompagner Nicolas parce qu'il est, en plus d'être un immense athlète, le plus grand handballeur au monde, c'est également une personne, un homme engagé en faveur de la transition énergétique, qui est très intéressé par tous ces sujets. Et il se trouve que nous sommes nous-mêmes très engagés sur les questions de consommer moins, consommer mieux. Nicolas nous accompagne au travers d'un mandat dans notre fondation en particulier. Donc voilà, on est assez proche de Nicolas Karabatic, on a un contrat spécifique avec lui, et puis on a également un contrat avec Cléopâtre Darleux, qu'on accompagne depuis un petit peu moins longtemps, mais voilà.
La gardienne de l'équipe de France féminine. Voilà, qui a été arrêtée quelque temps pour des chaos répétitifs, mais qui revient en pleine forme. J'ose imaginer, Anne-Stéphanie, que votre partenariat avec le handball français va durer et perdurer. On a les Jeux Olympiques en ligne de mire. Est-ce que vous avez fixé un seuil pour votre engagement vis-à-vis de la fédération ? Alors nous, notre partenariat, que ce soit avec les équipes de France ou avec la Ligue féminine qui s'appelle la Ligue Butagaz Énergie, nous amène jusqu'à fin 2024, début 2025. Donc voilà, on a encore un peu de temps pour réfléchir au sujet et conclure. Aujourd'hui, tout ce qui se passe est extrêmement engageant, mais aucune décision n'est encore prise pour l'avenir. Anne-Stéphanie Pierry, et merci encore de vous être rendue disponible. C'est une marque iconique, à l'équivalent de notre crocodile. Tous les Anglais la connaissent, elle a 100 ans cette semaine. Et pour l'occasion, elle ose changer son célèbre logo. Cette marque a été lancée en 1924 à l'arrière d'un pub. Racontez-nous. Ouais, c'est la marque iconique du sport anglais, du football anglais. Une marque formidable qui a suivi la croissance de la Ligue anglaise, qui a suivi les performances de l'équipe de football du Royaume-Uni. C'est intéressant de voir d'un point de vue de la marque. Donc c'est les frères Humphreys. Et il y a une concentration en fait entre les Humphreys Brothers. On a enlevé le H, et là où quelque part ils avaient quelques intuitions marketing. Ils ont gardé le début de leur nom et le début du bro, ça fait Bro, ça fonctionne très bien. Ça me fait penser à Adidas. Alors, ça, bien sûr, et pas seulement Adidas. Alors Adidas, donc le fondateur d'Adidas, Adolf Dassler, dit Adi, ça passe plus facilement après-guerre. Et donc, effectivement, Adi plus Das, ça fait Adidas. Il y en a une autre comme ça, mais c'est plus un acronyme, c'est ASICS. Est-ce que vous savez ce que veut dire ASICS ? Pas du tout. Anima Sane in Corpore Sano. Et là, quelque part, on a un acronyme formidable qui donne une marque japonaise connue du monde entier. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, quelque part, les Humphreys Brothers, c'est un petit peu comme un groupe de rock, comme par hasard, c'est anglais, hein, qui se sont mis ensemble et qui, quelque part, représentés par le losange, on a deux losanges inclus, comme les deux frères, on revient aux fondamentaux. Une marque centenaire a besoin de repuiser dans son ADN, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Je trouve ça formidable. Est-ce qu'elle est aussi vivace qu'elle l'était en 1924 ? En 1924, on est au balbutiement, on est au tout début du sport professionnel, en tout cas du football professionnel. C'est souvent par hasard que l'industrie textile s'oriente vers le sport, et on le voit d'ailleurs, comme lorsqu'on parle des chaussures Adidas. Les chaussures Adidas, les 3 bandes, c'est pas du marketing, c'est simplement 3 bandes qui servaient en fait de soutien sur le côté des chaussures. Là, Umbro, c'est une marque qui va se créer dans le football, qui va se créer aussi dans le sport. Le sport va se développer, comme vous le savez, et aujourd'hui c'est devenu plus qu'un secteur d'activité florissant, c'est devenu carrément un boom économique. Et aujourd'hui, ils vont surfer dessus. Le grand avantage de Umbro, c'est que cette marque-là se repose sur un historique très fort, 100 ans, et sur, quelque part, un patrimoine de marque très fort. Umbro, dans le foot, c'est l'Angleterre. Est-ce qu'elle est toujours équipementier de l'équipe nationale anglaise ? Alors, elle l'est de mémoire de la dernière Coupe du Monde, et j'ai cru comprendre que le sponsoring allait durer au moins jusqu'à l'Euro prochain. Voilà pour la marque Umbro, la marque centenaire. Ça n'a pas été trop dur sans le frérot ? Sincèrement, c'était pas mal, il y avait plus de temps de parole. C'était peut-être même mieux. C'était sympa, on va en prendre. C'est dommage, on a une marque avec 2 frères qui l'ont fondée, et pour la première fois, les 2 frères n'étaient pas là sur le plateau. Mais voilà. Mais il n'était pas loin, il était dans nos pensées, dans J'ai notre essayé cœur. d'être digne de sa présence. Exactement, vous l'avez été, je vous le confirme. C'est la fin de Smart Sport. À très vite sur Bismart, la suite de vos programmes immédiatement.